François Bon, tiers livre, des ateliers d'écriture, un cycle qui s'appelle Enfance et on va être à proposition 6. Plus le prologue, c'est la 7e fois qu'on écrit sur ce thème. Alors, dans un des socles de ce cycle, Walter Benjamin, Enfance berlinoise, et Nathalie Sarraute, très consistant enfance, avec 68 séquences. Et, non pas quelque chose d'aussi fortement thématique que chez Benjamin, mais une suite de 5, 6, 8 personnages qui sont récurrents parce que les relations se recombinent, se refont, se défont à mesure des étapes de la vie, de la toute petite fille à l'adolescente et celle qui s'en va seule au bout. Évidemment, les visages aussi. Et puis, la question des voix. Alors, pas question chez Nathalie Sarraute de trouver un passage qui soit dédié uniquement à la voix. Par contre, ce que la voix porte dans chaque séquence de cette part, j'allais dire résiduelle, cette espèce d'embryon dur, de ce qui s'exprime, ou comment la voix exprime la relation. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. C'est tout le temps présent. Et dans Enfance de Sarraute, ça se répartit d'autant mieux sur un puzzle que chacun des personnages a sa propre relation à cette disparité des langues, entre le russe, le français, le bilingue, les passages par l'allemand. Mais trouver un passage uniquement sur la question de la voix, non, il y a un livre. Alors, il est tout petit, le mien est en très mauvais état, parce que ça c'est... Bon, on ne revient pas là-dessus, mais je ne sais pas combien de bouquins j'ai là de POL Gallimard qui se cassent, se décollent à peine on les a lus 2 fois. Mais moi, les livres que j'ai dans ma bibliothèque, c'est des livres que je lis plusieurs fois. Et il vient d'être réédité, mais il est réédité dans la petite collection poche de POL qui est très jolie. Il y a Édouard Levé aussi, œuvre, autoportrait. Donc, pas de problème de disponibilité, mais je suis d'autant plus attaché à mon tout petit ici. C'est des textes écrits en 2015. Le livre est publié aussi en 2015. Alors, tout de suite, je me suis déjà servi de la voix sombre, avec ce double emploi du sombre, ce qu'il peut y avoir de sombre dans une voix quand la personne n'est plus, ou bien justement ce qui sombre parce que la personne n'est plus, donc on est d'emblée prévenu là, de ce qui se passe. Alors, avant la proposition, quelque chose qui s'ajoute en préface, comment je l'ai utilisé ? On avait fait un cycle qui était sur l'intersection film et écriture, un cycle qui s'appelait Film, tout court. Et ces questions-là de la bande-son, on l'a exploré, en particulier avec un exercice à partir d'Henri Michaud et ses listes et ses recherches pour le film Le Monde Visionnaire. Note ces fameux bruits à rechercher. En fait, ça n'a pas servi. C'est une composition musicale originale qui sert de bande-son au film. On s'est aussi servi d'un livre complètement étonnant, Bruits et voix, de Giorgio Manganelli, une sorte de grande dérive de 160 pages uniquement faite de perceptions sonores. Il n'est plus disponible, mais vous le trouverez là dans les ressources, bien sûr, abonnées du site. Et j'avais proposé qu'on travaille sur Ryoko Sekiguchi, La voix sombre. Alors, je vous mets un lien, là, dans la page, avec une autre approche de la consigne, comme d'habitude, et puis les extraits là, du livre de Ryoko Sekiguchi. Comment donc, à ce moment-là, j'avais présenté l'exercice dans cette optique du film, c'est-à-dire la voix telle qu'on l'emprunte et qu'on la retransmet.
Et en bas de la page, j'avais installé une bonne vingtaine de contributions. Et certaines sont exceptionnelles. Alors, on a le droit de refaire un exercice puisque c'est jamais exactement les mêmes personnes qui se reconfrontent à un cycle. Heureusement, l'atelier d'écriture, c'est fait pour ça. C'est toujours transitoire, chemin pour aller vers sa propre écriture. Et pas forcément besoin de ce fitness régulier, gammes et arpèges pour le musicien. Mais là encore, je pense qu'on dénoue, se retrouver ensemble, là, sur une exploration, dans un laboratoire, pour un temps déterminé. Quel bien ça fait pour l'écriture intérieure. En tout cas, l'écriture personnelle, intérieure, je ne sais pas, vous voyez comment c'est difficile. Mais pour moi aussi, c'est comme ça que je le perçois de plus en plus. Ben, simplement, comme il y a toujours quelques fidèles ici dans cet atelier, c'est-à-dire la question de l'enfance, quand on a travaillé ça dans le cycle film en 2019, c'était pas du tout posé. Simplement, il y a une contribution, il suffit d'une. Prenez par exemple la contribution de Brigitte Sellerier en suivant le lien, et la voix qu'elle a fait émerger était une voix d'enfance. Eh ben, ça m'a plutôt renforcé dans l'idée de reprendre cette proposition que dissuader. Et message privé à Brigitte, il suffira de reprendre ce texte, de le replacer là dans le WordPress pour ce cycle. Peut-être qu'il appelle à extension, retravail, je ne sais pas. En tout cas, pour nous, là, merci Brigitte, ça va nous servir d'appui et de guide. Alors Ryoko Sekiguchi, vous savez qu'elle est arrivée à Paris de son Japon plutôt pour des travaux de traduction du français vers le japonais. Et à mesure qu'elle s'est installée dans cet entre-deux-langues, elle a fait ce passage, elle le raconte très bien. C'est justement Paul Tchaikovsky-Laurence qui l'avait incité à reprendre ce qu'elle faisait et l'a publié. Écrire directement dans la langue qui pourrait être la langue de traduction. Et elle a cette particularité extrêmement rare de produire des traductions bien justement dans les deux sens. Elle a refait Éloge de l'ombre de Tanizaki avec un autre titre par exemple, c'est magnifique. Et Ryoko, c'est petit à petit, j'allais dire spécialisé, c'est pas le mot, c'est en travaillant sur cette intersection de la culture japonaise et de la culture française, ça l'a amené à travailler sur les notions, par exemple, héritées aussi. Comment cuisiner sa grand-mère. Et le livre s'intitule « Manger fantôme ». Qu'est-ce que c'est beau! Et dans ce manger fantôme, d'autres, le rapport à la cuisson à la vapeur, le rapport au goût. Et puis partir sur ce fade, le mot fade qui est totalement insuffisant et pas beau dans notre langue, alors que cette douceur ou cette distance au goût dans la civilisation japonaise peut, alors ça s'appelle nagori je crois, c'est-à-dire ce rapport qu'on peut avoir nostalgique à un goût, justement parce qu'il garde quelque chose d'éloigné en fonction des saisons, en fonction des personnes, en fonction de l'histoire. Je ne développe pas. Alors, Ryoko Sekiguchi donc, nous a laissé plusieurs livres, là, dans cette intersection civilisationnelle par le goût, la bouche, le manger. Ça l'a conduit aujourd'hui à travailler beaucoup, si vous suivez son Instagram, ou par exemple, sur un métier quasiment de critique culinaire, où là, c'est plus trop mon domaine. Mais en tout cas, merci pour les livres. Alors celui-ci, point de départ, disparition du grand-père. Aller en France, ce décès est en Europe. Pas possible d'aller se rendre là-bas pour le dernier adieu. Et ce qui lui reste par contre, c'est la voix sur un répondeur téléphonique. Elle va juste partir de cette toute petite notation. Par contre, et c'est là où on va changer notre approche, même si le livre fait 100 pages, mais 100 petites pages, il est construit de façon fragmentaire. Et par exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5 blocs, 5 notations.
Là, en général, là, on en a 2, là, on en a 3. C'est-à-dire que même si cette notion quantitative n'a aucun... serait plutôt joué à côté que approché en plein centre, sur une centaine de pages, on a en tout cas plus de 200 micro-manières d'aborder la voix du disparu. Justement, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas faire. Et si on ne sait pas faire, la proposition est non pas d'essayer de décrire la voix. C'est là où je voudrais jouer à un laboratoire comme on n'avait pas su le faire il y a 4 ans, ou en tout cas que les textes des contributions m'ont plus appris à reconnaître que ma proposition elle-même. C'est-à-dire faire, chacun d'entre nous, la même démarche que Ryoko Sekiguchi, c'est-à-dire non pas chercher à faire un texte sur une voix d'enfance, mais entrer dans cette voie d'enfance. Enfance, c'est le titre de notre cycle, hein, c'est bien clair. Il s'agit de traverser des épaisseurs de temps et de retrouver à distance de temps ce qui nous vient par la mémoire auditive. Et là, Ryoko Sekiguchi nous donne des tas et des tas de pistes. C'est-à-dire, prenez les extraits, passez quelques minutes, dizaines de minutes. C'est pas lire linéairement, page à page. C'est simplement regarder comment ça se construit, comment elle passe d'une notation à l'autre, quelle notation prend le dessus par rapport à une autre. Et justement, s'il y en a pas loin de 200 notations diverses, eh bien, vous allez forcément trouver celle qui résonne pour vous. Alors donc pour moi, la première chose à faire, eh bien, c'est d'entrer là dans ce monde cible, essayer de retrouver. De toute façon, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on l'entreprend par l'écriture. Le visage, on peut. Le visuel, on peut. Les goûts et les odeurs, on peut. Mais les voix. Et pourtant, n'importe quelle voix, si elle vous revient de n'importe quelle distance, ce sera toujours dans le même principe d'intime et la même immédiate reconnaissance. On reconnaît ce qui survit d'une voix à distance de génération, dans tel usage, parce que on revient à tel endroit, ou bien qu'il s'agit de telle assemblée familiale. Elle a écrit « Manger fantôme ». Il y a aussi une voix fantôme. La voix en tant qu'action à distance. La voix parce qu'elle nous touche, même quand on ne touche pas la personne. La voix comme écart dans la temporalité, avec ce message répondeur. La personne n'est plus, existe encore une trace de la voix. La question de l'intime, la radio est un média qui s'adresse collectivement à des auditeurs anonymes. La voix qui parle ou qui lit, voix poétique, voix questionnante dans un entretien, est une voix dont il vous semble qu'elle s'adresse à vous personnellement. Voix associée aussi à l'emploi des mots. Elle traduit, elle transcrit, elle traduit une conférence, personne qui compte aussi énormément pour moi, Roger Chartier, sur l'histoire du livre. En transcrivant et traduisant le texte de Chartier pour une commande parfaitement utilitaire et alimentaire, c'est la voix de Chartier qui lui revient. La question du timbre et du grain. Qualifier une voix avec la langue, on ne sait pas faire. Qualifier un grain, qualifier un timbre, peut-être qu'en éclatant ces différentes composantes, façon de tordre ou ralentir une syntaxe, ou la question du contexte. Peut-être là, pour moi, c'est des questions plus de mémoire personnelle. Je ne veux pas en encombrer ma proposition, mais je sais très bien que dans une assemblée rituelle, enterrement par exemple, les voix du côté maternel de ma famille vont ressurgir telles que je les entendais dans l'enfance, alors que dans nos relations contemporaines, non, c'est pas ça qu'on y entend.
La question de l'odeur, oh, c'est pas dire ça sent, c'est comment une odeur peut se propager à distance avec un souvenir d'enfance. Il suffit de très peu. Une armoire à linge, l'odeur d'une maison. Et ça, on peut entrer, le travailler, le décrire. Qu'est-ce qui fait que si on pense à comment l'écriture peut rendre cet univers olfactif, là encore, pour ramener un tout petit éclat précieux d'enfance, qu'est-ce que ça nous induit là, par juste un effet là, de distance sur la question, là encore, de ajouter des notes d'écriture à la mémoire de la voix. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on pioche dans ce tout petit livre par le format, c'est encore et encore et encore des échos distincts qu'on trouve. Quand on se souvient du visage d'un disparu, ce n'est pas le dernier visage et le dernier embrassement dont on se souvient. C'est plutôt des choses qui remontent par strates de temps depuis bien plus longtemps. De la même façon, est-ce qu'on se souvient d'âges différents de la voix de quelqu'un? Espace de notes, juste espace fractionné de petites notes sur la voix. Non pas écrire un texte. Le texte, il sera là de toute façon, puisqu'il sera l'accumulation des notes. Mais développer l'accumulation possible sans chercher rien qui puisse les rassembler ou faire continu, c'est-à-dire notes qui décrivent, mais aussi notes sur l'impossibilité de décrire, ou notes sur comment rejoindre éventuellement ces voix, ou notes sur ce que cette réflexion sur la voix provoque, que n'importe quelle autre réflexion n'aurait pas provoqué. L'espace de ces notes est polyphonique et totalement hétérogène, pour pas dire hétéroclite. On peut faire la même chose avec le regard? Elle le fait. Il arrive qu'on soit frappé longtemps après la mort d'un être par son regard saisi dans une photographie. C'est le présent qui surgit, l'espace d'un instant. Mais ce regard est vite rattrapé dans l'image par le corps où il loge, un corps déterminé dans le temps. Exception faite de ces regards qui nous saisissent encore dans leur vivacité. Les photographies sont soumises comme leur sujet à notre temporalité. Quant à l'odeur, elle associe généralement un ensemble d'éléments. Ce n'est pas la trace de la personne exclusivement, l'odeur d'un vêtement mêlé de particules de lessive ou de parfum. Elle aussi, lorsqu'elle surgit, évoque le présent, mais elle est trop éphémère. Et puis, nous ne savons pas conserver une odeur bien longtemps, à moins de recourir aux moyens spécifiques d'une osmothèque, par exemple, comme des pétales de fleurs retrouvés dans un cercueil sur un site archéologique. Quand bien même l'odeur serait conservée, elle est pour ainsi dire inaccessible sans dommage. Elle menace de s'évanouir chaque fois qu'on la hume. La voix, elle, est intacte. Pourquoi vouloir à tout prix distinguer la voix du regard ? Le caractère de la voix est de toucher directement les tympans. C'est un fait. Le regard, lui, ne touche pas, si fort qu'il nous frappe. C'est aussi vrai des vivants que des morts. Alors vous allez me dire, elle écrit des généralités, Ryoko Sekiguchi? Non. Elle produit ces notes, cette réflexion, parce qu'elle part du message laissé sur un répondeur téléphonique par une personne qui n'est plus, en l'occurrence, son grand-père. La voix, l'enfance, eh bien, nous, cette semaine, à notre tour, on s'y essaye. Et merci Ryoko Sekiguchi, ce livre, si bref et dense qu'il soit dans son tout petit format, il est totalement unique.